Yann Brossa, pour commencer, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de l'Est républicain qui, comme beaucoup de journaux régionaux, fait sa une sur ce sommet sur l'intelligence artificielle. La France veut rester dans la course à l'IA préparée par l'Élysée. Le sommet pour l'action sur l'IA est attendu dès aujourd'hui au Grand Palais à Paris, avec un enjeu central, ne pas se laisser distancer par les États-Unis et par la Chine. La deuxième une, c'est celle du Berry républicain sur la loi handicap. Que sont devenues les promesses 20 ans après cette loi? Où en est-on de l'accessibilité des lieux publics pour les personnes en situation de handicap? Et puis la dernière une, c'est celle de l'Union, un témoignage, le nouveau RSA. Ce n'est pas du tout du travail bénévole. Témoignage de Mélanie Marino qui a testé pendant plusieurs mois le RSA rénové et ses fameuses heures d'activité obligatoire qui est expérimentée dans plusieurs départements. Quelle une choisissez-vous? La première, celle sur l'IA, celle de l'Est républicain, parce que c'est l'actualité du jour. D'ailleurs, la semaine dernière, Fabien Gay avait posé sa question d'actualité au gouvernement. Mon camarade Fabien Gay, sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle. C'est évidemment un enjeu majeur. On sent tous qu'on vit une forme de bascule avec le développement de l'intelligence artificielle, avec à la fois des potentialités importantes, des progrès possibles, et puis dans le même temps des risques si jamais l'IA était à la main de milliardaires d'extrême droite comme Elon Musk. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu majeur autour de ce sujet. Et on voit qu'Emmanuel Macron est très en avant sur ce sujet. Il se veut le promoteur de l'intelligence artificielle. D'abord, un mot peut-être sur cette vidéo plutôt surprenante qu'il a publiée hier sur ses réseaux sociaux où il fait la promotion de l'IA et en même temps, il se met en scène avec certains détournements. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Honnêtement, en regardant cette vidéo, d'abord j'ai un peu souri et puis je me suis dit que Emmanuel Macron aurait assurément été beaucoup moins nuisible s'il avait été comédien ou chanteur. Malheureusement, il a choisi une autre voie, tant pis pour nous. Il a annoncé hier, Emmanuel Macron, 20h, 109 milliards d'investissements pour l'intelligence artificielle. Il dit que c'est l'équivalent de ce que fait les États-Unis. Est-ce que vous soutenez ces investissements massifs ? En soi, que la France investisse massivement dans l'IA pour ne pas dépendre de l'étranger, de puissances étrangères comme les États-Unis, avec tout ce que ça peut présenter comme danger, c'est une bonne chose. Et donc, je ne peux que m'en féliciter. Simplement, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant à entendre le président de la République nous dire on va investir 109 milliards d'euros dans l'IA, alors que pendant des jours, pendant des semaines, on nous a expliqué matin, midi et soir qu'il n'y avait plus un radis pour nos services publics, pour l'hôpital, pour l'école, et il a fallu batailler comme des chiens pour éviter 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Donc je pense que beaucoup de Français se demandent aujourd'hui d'où vient l'argent et comment se fait-il qu'on trouve l'argent pour l'intelligence artificielle alors qu'on ne l'a pas trouvé pour défendre nos services publics. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas investir dans l'IA, il faut le faire, mais il faut dans le même temps investir dans ce qui nous permet de vivre convenablement au quotidien. On va passer à un autre sujet, François Bayrou, qui souhaite un débat plus large que le droit du sol, puisqu'on a entendu Gérald Darmanin et Bruno Retailleau dire qu'il fallait durcir le droit du sol. Le Premier ministre, il faut un débat plus large sur la question de qu'est-ce qu'être français. Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat pour vous ? Vous savez, moi je suis quand même frappé par le fait que notre débat politique, médiatique, est complètement saturé par les questions d'immigration. Les étrangers, c'est 8% de la population qui vit sur le territoire français, 8,5%, c'est 100% du temps de parole de la droite et de l'extrême droite. On a aujourd'hui une droite et une extrême droite qui ont décidé de faire tourner tout le débat politique français autour de ces enjeux-là. Vous avez vu les propositions de loi que nous allons débattre dans les semaines qui viennent au sein du Sénat. Vous avez vu ce que LR a déposé. Une proposition de loi pour limiter l'attribution des aides sociales avec la nécessité d'être présent en France depuis plus de 2 ans pour les étrangers en situation régulière. Une autre proposition de loi qui concerne l'incarcération en centre de rétention administratif. Là aussi, les enjeux d'immigration. Troisièmement, un débat sur nos relations avec l'Algérie. On a le sentiment que le seul débat qui compte aujourd'hui, c'est le débat autour des questions d'immigration. Et pendant ce temps-là, on ne parle jamais des questions de santé, des centaines de fermetures de classes qui sont programmées à la rentrée. Et donc, il y a là une forme de détournement du débat public. Et je pense que c'est inquiétant et ça prive les Français du débat auquel ils ont droit sur leur vie quotidienne. Mais pour vous, il ne faut pas avoir ce genre de débat. Olivier Faure, il dit qu'il n'y a pas de tabou. Non, mais je ne pense pas que le rôle de la gauche soit d'aider la droite et l'extrême droite à détourner le débat des préoccupations principales des Français. Quand est-ce qu'on parle de pouvoir d'achat ? Quand est-ce qu'on parle des 300 plans de licenciement qui sont en cours ? Évidemment que la gauche doit avoir
une politique d'immigration. Et d'ailleurs, nous avons bien sûr des propositions à faire. Au passage, je note qu'en Espagne, il y a eu 900 000 régularisations de sans-papiers. 900 000. Il se trouve que l'Espagne est l'un des pays de l'Union européenne qui aujourd'hui se porte le mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont régularisé leurs travailleurs sans-papiers. En France, on est à 30 000 régularisations par an. Et encore, on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique que la circulaire Valls est trop laxiste. Vous voyez, je pense quand même que dans notre pays, si on veut avoir un débat sur l'immigration, il faut avoir le courage de regarder les choses tranquillement, sans caricature, sans raconter n'importe quoi. Et donc pourquoi ne pas l'avoir ce débat alors? Pourquoi ne pas l'avoir ce débat? Parce que chacun exprime son point de vue. Mais parce qu'on voit bien que ce débat est fait pour qu'on ne parle pas du reste. Et qu'en l'occurrence, il s'agit d'empêcher les Français d'avoir un débat sur les enjeux de pouvoir d'achat, du travail, sur les enjeux de l'industrie. Ces questions sont fondamentales, on n'en parle jamais. Mais est-ce que ne pas parler immigration, ce n'est pas laisser ce thème au Rassemblement national? Non, mais le RN a décidé d'en faire son cheval de bataille. Et je note que de manière assez pathétique, la droite et l'extrême droite aujourd'hui lui emboîtent le pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on parle de la vie quotidienne des Français. Vous savez, il n'y a pas de submersion migratoire. Il y a une obsession migratoire entretenue par l'extrême droite. C'est ça la réalité. Et honnêtement, quand on voit quelqu'un comme François Bayrou, qui a plutôt appartenu à ce qu'on appelait la droite républicaine, la droite civilisée, le voir aujourd'hui prendre le langage du Rassemblement national, parce que la submersion migratoire, ce sont les mots de Jean-Marie Le Pen. Ça traduit une dérive du débat public qui, oui, me paraît inquiétante. Une fois de plus, on est passé en 40 ans de 7% d'étrangers à 8,5%. À partir de là, parler de submersion migratoire, c'est une absurdité qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que pour vous, il ne faudrait pas, par exemple, des conventions citoyennes sur l'immigration? Ça ne serait pas une bonne idée? Il faudrait une convention citoyenne sur, par exemple, comment est-ce qu'on permet aux Français de vivre de leur travail, parce que c'est leur préoccupation principale et toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Par ailleurs, ce que je conteste aussi, ce n'est pas simplement le diagnostic, ce sont les mesures qui sont proposées, parce que quelle est leur idée quand on lit toutes leurs propositions de loi, tout ce qu'ils mettent sur la table? C'est l'idée que si on dégrade les conditions d'accueil des étrangers, on les dissuadera de venir. C'est la fameuse théorie de l'appel d'air. C'est totalement faux. Ce qui fait que vous partez de votre pays. Ce n'est pas parce que vous vous dites en France ce sera formidable. Ce sont les conditions de vie dans les pays de départ qui provoquent la migration. C'est la guerre, c'est la misère. Et quand on voit que ce même gouvernement a réduit drastiquement les crédits de l'aide publique au développement, c'est-à-dire permettre aux personnes en question de vivre dans leur pays d'origine, d'avoir des sources de subsistance dans leur pays d'origine, ne pas être condamnées à partir, il y a quand même là une contradiction majeure. On va parler référendum, puisque plusieurs leaders politiques de tous bords appellent à l'organisation d'un référendum, une idée défendue par le chef de l'État, mais le référendum est encadré par des règles très précises. On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Yann Brossard. Bonjour. Et Alex, les propositions de référendum, elles fleurissent en ce moment dans la classe politique. Et oui, souvenez-vous, lors de ses vœux du 31 décembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé aux Français qu'il leur proposerait cette année de trancher certains sujets par référendum. Alors forcément, depuis quelques semaines, les propositions de référendum vont bon train. Et d'abord sur l'immigration. Marine Le Pen veut un référendum pour abroger le droit du sol. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est plutôt favorable à l'idée d'une consultation sur cette question du droit du sol. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, pousse l'idée d'un référendum sur un délai de carence avant que les étrangers puissent percevoir les allocations familiales. Et puis sur un autre thème, Gabriel Attal, le patron de Renaissance, propose un référendum sur le travail et sur le financement de notre modèle social. À gauche, on fait également des propositions de référendum. Dans le journal Ouest France, samedi dernier, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, estimait, je cite, que les institutions de la Ve République sont fatiguées, elles sont mal adaptées à un contexte politique qui fait du bipartisme un souvenir lointain. Les écologistes demandent donc au président de la République d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en place une assemblée constituante. Notez que selon un sondage Ipsos saisi pour la Tribune dimanche, 84% des Français souhaiteraient être consultés par référendum sur la question de la fin de vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas organiser un référendum sur tous les sujets. Qu'est-ce qui est possible, Alex? Eh bien, selon l'article 11 de la Constitution, on peut organiser un référendum aujourd'hui uniquement sur certains
certains thèmes précis. D'abord sur l'organisation des pouvoirs publics, ou alors sur la ratification d'un traité international, ou encore sur la politique économique, sociale ou environnementale. Autrement dit, aujourd'hui, on ne peut pas organiser de référendum sur l'immigration, ni sur des sujets sociétaux comme la fin de vie. Il faudrait donc changer notre constitution. Et d'ailleurs, on peut organiser un référendum pour changer notre constitution. C'est la deuxième possibilité de référendum selon l'article 89 de la Constitution. Et puis enfin, la dernière possibilité, c'est le référendum d'initiative partagée sur une proposition de loi qui doit d'abord recueillir le soutien d'un cinquième des parlementaires, un dixième des électeurs, environ 4,8 millions de Français. Et à ce jour, aucun référendum d'initiative partagée n'a été organisé. Yann Brossat, est-ce que selon vous, il faut changer la Constitution pour élargir les thèmes de référendum, notamment à l'immigration ou à des sujets sociétaux? La Constitution permet déjà d'organiser un certain nombre de référendums. L'article 11 le prévoit. Sur l'immigration. Oui, je ne rêve pas tous les matins d'un référendum sur l'immigration, contrairement à d'autres qui ne pensent qu'à ça et ne parlent que de ça. Je pense que le président de la République avait par le passé l'occasion d'organiser des référendums. Si on veut organiser un référendum de manière qui ne soit pas artificielle, qui ne soit pas une manœuvre politique au service du président de la République, il faut organiser des référendums pour sortir de la crise. Avec Emmanuel Macron, on a connu un certain nombre de crises. Et la crise politique que nous vivons en ce moment, elle a une origine. C'est le passage en force du gouvernement de Mme Borne sur la question des retraites. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Il y a eu le passage en force sur la réforme des retraites par le biais d'un 49.3, alors même que des centaines de milliers de Français manifestaient dans la rue, alors même que 80% des Français ne voulaient pas de cette réforme. Ensuite, il y a eu des élections européennes au cours desquelles le président de la République et son camp macroniste ont subi les conséquences de ce passage en force. Et puis ensuite, il y a eu la dissolution. Donc tout ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois procède du passage en force sur cette question des retraites. Donc s'il doit y avoir un référendum aujourd'hui, justement pour sortir de cette crise, c'est un référendum sur l'âge de départ à la retraite. Et c'est ce que, avec les communistes, nous proposons aujourd'hui. Donc pour vous, les retraites, c'est le sujet principal. Et est-ce qu'il faudrait élargir la question posée aux Français, comme le propose Gabriel Attal, en parlant globalement du financement de notre modèle social? Je me méfie un peu de toutes ces idées qui visent en réalité à noyer le poisson. Non, la question est de savoir si les Français auront le droit de partir à la retraite à 62 ans, comme ils pouvaient le faire avant le passage en force de Mme Borne. C'est la question qui a suscité la plus grosse mobilisation des Français ces derniers mois. Et donc, de fait, quelque chose leur a été dérobé dans cette affaire. On ne leur a pas permis que leur voix s'exprime. Eh bien, permettons qu'elle s'exprime à l'occasion de ce référendum. Donc, juste pour vous, il ne faut pas élargir les sujets possibles, alors que les Français, par exemple, demandent un référendum, souhaitent être consultés sur la fin de vie, qu'on parle beaucoup d'immigration dans le débat public et qu'un référendum pourrait trancher certaines questions. Pourquoi ne pas élargir ces sujets? On peut toujours imaginer d'élargir le champ du référendum. Je n'y ai pas d'hostilité particulière. Simplement, ce que je dis, c'est que l'urgence pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes, c'est de consulter les Français sur cette question des retraites, parce que c'est celle qui, de fait, les taraude. C'est le cas de millions de travailleurs dans notre pays qui veulent savoir s'ils pourront partir en retraite à 62 ans ou s'ils devront attendre 64 ans. Et justement, sur cette crise politique, votre allié des écologistes, Marine Tondelier, demande un référendum pour changer de constitution, sortir de la Ve République. C'est une bonne idée? En tout cas, elle a raison de dire que nos institutions sont en crise. Elle a raison de dire que nous avons besoin d'un saut démocratique. Moi, je partage totalement cela. Il y a des propositions à faire, effectivement, en ce sens. Je ne pense pas d'ailleurs que la proportionnelle, par exemple, soit la solution miracle à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'y suis favorable, mais je ne pense pas que ce soit le seul remède. Je pense que nous avons besoin plus globalement d'un équilibre très différent, d'un équilibre des pouvoirs très différent entre le président de la République et le pouvoir législatif. Moins de pouvoir au président de la République, plus de pouvoir au Parlement. Je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut retravailler. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le référendum, ce n'est pas la solution pour contourner une Assemblée nationale qui est paralysée car il y a une absence de majorité? À la condition d'entendre le message des urnes. Moi, je suis quand même frappé par le fait qu'on a eu un référendum, c'était en 2005, sur la Constitution européenne, et de fait, le suffrage universel n'a pas été respecté, puisque Nicolas Sarkozy a décidé de refourguer les dispositions rejetées par les Français dans le cadre du traité de Lisbonne. Donc oui, il faut des référendums, il faut aussi être capable d'entendre ce que disent les Français quand ils s'expriment.
Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure, et tout à l'heure on parlera du droit du sol. Ce sera à suivre dans le club. On va parler des municipales. C'est l'actualité du côté de Paris. Pour ça, on retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Et Jacques, on va donc parler des municipales dans la capitale. Oui, absolument. Yann Brossat, vous avez été mandaté par votre formation politique pour incarner, je crois, une candidature à gauche. Le Parti socialiste reporte les primaires censées départager Rémi Féraud, désigné par Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire. On parle d'une candidature LFI. Il y a eu un passage éclair de Yannick Jadot qui a déposé puis retiré sa candidature. Aidez-nous, monsieur le sénateur, à y voir clair et à nous dire quel rôle vous voulez jouer, vous, dans cette campagne qui commence. Vous savez, moi, le seul rôle que je veux jouer dans cette campagne, c'est d'être utile et faire en sorte que, à l'issue de ces élections municipales, la gauche et les écologistes continuent à diriger cette belle ville qu'est Paris. L'enjeu, il est trop important, il est trop grave pour qu'on puisse se payer le luxe des divisions. Vous avez évoqué un certain nombre de débats internes à des formations politiques à gauche. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin, nous soyons unis parce que nous le devons aux Parisiens qui, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, ont porté la gauche au pouvoir, d'abord avec Bertrand Delanoë et aujourd'hui avec Anne Hidalgo. On voit bien la menace que nous avons en face de nous, avec un camp macroniste et la droite qui s'apprête à fusionner pour soutenir Madame Dati. Moi, je ne veux pas, dans un contexte où la droite et l'extrême droite sont menaçantes partout, en France, dans le monde, on voit les États-Unis avec Trump, je ne veux pas que dans un contexte comme celui-là, Paris finisse par basculer dans ce camp-là, ce camp de la régression. Moi, ce que je souhaite, c'est que Paris continue à porter des valeurs progressistes. Et donc, bien sûr que les formations politiques peuvent débattre. Mon souci, c'est qu'à la fin, la majorité municipale atterrisse unie dès le premier tour de ces élections municipales. Et comment ? Voilà, j'allais vous dire. D'abord, il faut des primaires globales à la gauche. Vous savez, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à nous. Bon, d'abord, les formations politiques débattent en leur sein pour désigner leur chef de file. C'est normal. Ensuite, il va bien falloir... Déjà, vous n'avez pas ce problème. Nous n'avons effectivement pas ce problème et je m'en réjouis. C'est un luxe que j'apprécie. Ensuite, mon souhait, c'est que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, ceux qui dirigent cette ville. Donc pas LFI. Moi, vous savez, je cherche à être cohérent. La majorité municipale à Paris, c'est les socialistes, les communistes et les Verts. Que nous puissions nous retrouver et que nous puissions atterrir ensemble. De quelle manière ? Il y a évidemment plusieurs hypothèses qui existent. Vous avez évoqué, Jacques Paquier vient de le faire, une primaire. Enfin, il y a d'autres possibilités. Il peut aussi y avoir un accord politique entre différentes forces. Et puis, il faudra choisir le meilleur candidat. Celui qui est le plus combatif, celui qui est le plus capable de nous mener au combat, celui qui connaît le mieux aussi la machine municipale. Ce sera un choix que nous devrons faire ensemble. En tout cas, moi, je souhaite que nous le fassions ensemble. Qui coche ces cases ? Je pense que je coche ces cases. Sinon, je ne serais pas proposé à la candidature par mon parti. Je connais bien cette ville. Je me suis battu face à la droite et l'extrême droite quand, par exemple, nous avons voulu installer un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement. Tout le monde m'avait expliqué à l'époque que ce serait terrible. Il est toujours là et ça se passe très bien. Il y a même des habitants du 16e arrondissement qui sont bénévoles dedans. Donc, j'ai montré par le passé que j'étais quelqu'un qui est capable de porter nos valeurs. Et bien, je pense que face à une droite et une extrême droite menaçantes, on a besoin de quelqu'un de déterminé à porter les valeurs de Paris, à défendre l'identité de Paris. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette campagne. Mais comment vous allez vous mettre d'accord ? Quel va être le processus ? Parce que Rémi Féraud, il dit pareil que vous, le candidat, un des deux candidats socialistes. Il dit aussi, c'est moi le mieux placé et il faut que la candidature d'Union de la gauche, elle se fasse derrière les socialistes. Nous devrons trancher ça ensemble. Ma conviction, c'est que c'est pas tellement... Vous vous mettez tous autour de la table ? Oui, pourquoi pas. Ma conviction, à quel moment ? À l'automne, par exemple. En tout cas, quand il faudra être dans la dernière ligne droite et quand la campagne s'engagera véritablement. Là, on est dans une période de pré-campagne. Ma conviction, c'est que ça n'est pas une affaire d'étiquette politique. On a besoin que ce candidat soit un bouclier face à la droite et l'extrême droite. Ce qui compte dans un bouclier, c'est pas l'étiquette qu'il y a dessus, c'est est-ce qu'il est solide. Et je pense être le plus solide. Jacques ? Oui, et quelles seraient vos premières mesures ? On connaît votre attachement au logement. Vous portez une loi d'ailleurs qui vise à taxer plus les résidences secondaires. Peut-être pouvez-vous nous en dire un mot ? Bien sûr, le logement. Nous voyons que nous avons à Paris deux phénomènes qui se font face. D'une part, des difficultés de logement croissantes. D'autre part, de plus en plus de logements vides. Eh bien, la solution, c'est par exemple de faire en sorte que les villes aient plus de moyens
pour réquisitionner, pour mobiliser ces logements vides et faire en sorte qu'on n'ait pas d'un côté 3000 logements vides depuis plus de 5 ans et de l'autre 3000 personnes qui dorment dehors toutes les nuits. Parce que personne ne peut accepter une situation aussi injuste que celle-là. Et donc oui, je souhaite des leviers supplémentaires pour que les villes puissent effectivement mobiliser ces logements et y loger des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté. Un mot sur le mode de scrutin, puisque François Bayrou a rencontré les députés qui souhaitent modifier le scrutin à Paris, à Lyon, à Marseille. Est-ce que vous êtes favorable, vous, au changement du mode de scrutin? Non, et je trouve que procéder à un changement de mode de scrutin à quelques mois de ces élections municipales s'apparente à une forme de tripatouillage honteux. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté avec le mode de scrutin parisien. Ceux qui disent cela mentent effrontément. Tout ça est fait pour délégitimer le suffrage universel. La réalité, c'est que si aujourd'hui c'est la gauche et les écologistes qui dirigent Paris, c'est parce que nous avons obtenu plus de voix que Madame Dati, qui, lors des dernières élections municipales, a été très largement battue. Donc il faut simplement que ces gens acceptent le résultat des urnes. Manifestement, il leur est resté en travers de la gorge et que nous puissions procéder à une élection comme nous l'avons fait toutes ces dernières années. Merci Jacques Merci Paquier. La une, innovation à Villejuif, Emmanuel Macron vante l'effet cluster. Puisqu'on parle de la gauche et de l'union de la gauche, se pose évidemment la question de l'avenir du nouveau Front populaire. On va écouter ce qu'en dit François Hollande. Il était l'invité hier de BFM. Le nouveau Front populaire vit encore au terme, puisqu'il a produit une alliance électorale et avec des députés. Ensuite, nous sommes dans des logiques d'autonomie jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Il y aura 2 candidats à l'élection présidentielle, peut-être plusieurs d'ailleurs, hein. Mais je souhaite qu'il n'y en ait que 2 à gauche. Les électeurs ne sont pas irréconciliables, parce que c'est ça le point fondamental. Bien sûr qu'il y a une difficulté de pouvoir aujourd'hui travailler ensemble quand vous êtes caricaturé comme ça a été le cas, et quand il y a des invectives qui tombent, et quand il y a une espèce de brutalité qui a déjà été dénoncée bien avant ces épisodes. Alors François Hollande, il dit on est dans une logique d'autonomie jusqu'en 2027. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette logique-là ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois bien comment cette petite musique des 2 gauches irréconciliables est en train de se faire à nouveau entendre. L'idée qu'il y aurait d'un côté une gauche social-démocrate, de l'autre une gauche radicale, et qu'il faudrait construire des digues entre ces 2 gauches-là. Ce scénario-là, qui est entretenu et par François Hollande et par Jean-Luc Mélenchon, est un scénario perdant. La majorité des électeurs de gauche ne se disent pas « je suis de la gauche radicale » ou « je suis de la gauche social-démocrate et je ne discute pas avec mon voisin ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des électeurs de gauche qui un jour votent pour la France insoumise, un autre aux élections municipales par exemple peuvent voter pour le Parti communiste et puis à une autre élection ils voteront pour le Parti socialiste. Donc tout ça me paraît très artificiel et surtout très dangereux parce que c'est le scénario de la division. Et donc, au bout, c'est le scénario de l'échec. Donc, je ne suis pas favorable à cette vision de la gauche-là. Moi, je pense que la gauche doit rester unie et que c'est comme cela qu'elle aura la possibilité de gagner. Mais vous pouvez encore être unie derrière Jean-Luc Mélenchon, par exemple ? Non. Je ne pense pas que ce soit le scénario que le Parti communiste privilégie aujourd'hui. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions nous rassembler et que nous puissions nous rassembler en respectant la diversité qui existe entre nous. La diversité, oui, bien sûr que nous sommes divers, nous sommes différents, sinon nous serions tous dans le même parti, mais ça ne doit pas se traduire par une division mortifère qui consiste à insulter, à lancer des oukases contre tel ou tel, comme on l'a vu ces dernières semaines. Donc vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande qui dit en 2027, il y aura forcément 2 candidats de gauche. Un candidat de la gauche social-démocrate et un candidat LFI. Les gens qui disent ça, on voit bien à quoi ils pensent. Ils pensent à leur propre candidature. Bon, et en l'occurrence, je crois que c'est son cas. D'ailleurs, il a le droit de se préparer. Je ne suis pas persuadé que les Français, en particulier les électeurs de gauche, souhaitent que l'élection présidentielle de 2027 soit le remake de toutes les élections présidentielles précédentes. Peut-être qu'un jour, on aura droit à un peu de nouveauté. Je pense qu'on en a besoin si on a envie que le paysage politique soit un peu plus reluisant. Mais vous travaillez, vous, une candidature communiste à la présidentielle où vous dites, là, on n'aura pas les moyens de se diviser ? Bien sûr que c'est une hypothèse qui existe. Et pourquoi pas ? Si elle est capable de rassembler suffisamment largement. Simplement, nous n'en faisons pas un préalable. Et je pense que quoi qu'il arrive, on a besoin que les différentes composantes de la gauche puissent discuter et qu'elles puissent le faire de manière sereine. Quand je vois les invectives qui ont circulé après le vote sur la censure, le moins qu'on puisse dire, c'est que je pense qu'on a besoin tous de se calmer, de réfléchir et de travailler de manière un peu plus... Un dernier mot, est-ce que vous voterez la motion de censure spontanée du PS, les communistes, puisque vous, évidemment, vous ne pouvez pas la voter, mais est-ce que les députés communistes la voteront ? Oui, bien sûr, les députés communistes la voteront en cohérence avec leur vote précédent.
Merci Yann Brossard. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Votre interview, elle est à retrouver en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. Dans 20 minutes dans le club, on reviendra sur ce débat sur l'immigration et le droit du sol. Et on va en parler tout de suite avec notre prochaine invitée. C'est Maude Bréjon qui nous rejoint.